Maintenant qu'il y avait une constitution, on pouvait élire une nouvelle assemblée. Et c'est ce qui fut fait, et cette assemblée eut une forte majorité républicaine de 340 sièges sur 553. Et le président de la République, le maréchal de Mac-Mahon, prit par conséquent des présidents du Conseil et des ministres républicains, mais républicains modérés, car lui-même est monarchiste. Élu Armand Dufort et Jules Simon. Mais Mac-Mahon estimait que Jules Simon n'était pas assez combatif face aux anticléricaux, car il ne faut pas oublier que l'anticléricalisme est une composante essentielle de l'idéologie républicaine en France. Et donc il le congédia le 16 mai 1877 au profit du duc de Broglie, qui revint ainsi au pouvoir. Mais Jules Simon avait le soutien de la Chambre des députés. Or, on n'est pas comme en 1830, où le régime est d'apparence parlementaire, mais il ne l'est pas complètement. Cette fois-ci, il l'est vraiment, et le soutien de la Chambre des députés est la source principale de la légitimité du président du Conseil. Et par conséquent, la Chambre des députés riposta par une motion de défiance envers le duc de Broglie, et ce qui amena le président de la République à prononcer la dissolution de la Chambre. Il renvoyait, de ce fait, la question aux électeurs pour trancher entre le président de la République et la Chambre des députés. Et à cette occasion, Gambetta résuma parfaitement la situation en disant « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. » Et en effet, la majorité fut de nouveau républicaine. Par conséquent, Mac-Mahon reprit un président du Conseil républicain qui était Dufort. Cette crise a eu une grande conséquence, c'est qu'au cours de la Troisième République, plus aucun président n'osera user du droit de dissolution, ce qui déséquilibrera le régime et renverra le président à un rôle relativement effacé, plus ou moins d'ailleurs, et les conflits entre l'exécutif et le législatif seront résolus par l'intermédiaire de crises ministérielles plutôt que par des dissolutions qui permettent un nouveau vote des électeurs. En 1879, le Sénat devint à son tour républicain, il eut une majorité républicaine, ce qui amena Mac-Mahon à se démettre, et il fut remplacé par Jules Grévy, donc en 1879. Alors comment fonctionnait ce régime, cette Troisième République? Eh bien, l'Assemblée était fragmentée en nombreux groupes parlementaires qui étaient en plus changeants au gré des circonstances. Et les ministères donc se succèdent. Les plus longs dureront 3 ans, les plus courts quelques jours. Ils se succèdent avec quelquefois les mêmes ministres et pratiquement les mêmes cabinets, mais on aboutit à un résultat au travers de crises ministérielles pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ça ne marche pas toujours très bien, mais au bout du compte, ça marche et la politique de la Troisième République sera marquée par une certaine continuité. Et les républicains se divisent en 2 catégories. Il y a d'abord les radicaux qui veulent appliquer le plus vite possible le programme républicain, c'est-à-dire la suppression du Sénat au profit d'une assemblée unique, qui ne serait pas contrebalancée par une assemblée plus conservatrice. Deuxièmement, la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'on estime que l'Église occupe une place trop importante dans la société. Et enfin, l'établissement d'un impôt sur le revenu. La deuxième composante des républicains, ce sont les opportunistes ou les modérés. Ils ont le même programme, mais ils veulent l'appliquer sans trop de conflits, au gré des circonstances, quand il est opportun d'avancer, on avance, et sinon on attend. Et ce sont les modérés qui dominent au début. C'est après la démission de Mac-Mahon, prend fin ce qu'on appelait la République des ducs, parce qu'il y avait beaucoup d'aristocrates dans les gouvernements, et c'est la période qu'on appelle la période de la République aux républicains. Elle va être marquée par la personnalité de Jules Ferry, qui va établir l'école obligatoire, ou plus exactement l'instruction primaire obligatoire, et ouvrir de très nombreuses écoles laïques. L'ouverture de ces écoles laïques a pour but de lutter contre l'influence de l'Église et de répandre la foi républicaine dans la population. Elle a un deuxième but, c'est de préparer les jeunes Français à la revanche. Dans chaque classe, il y a une carte de la France avec l'Alsace-Lorraine en violet pour bien montrer que l'on doit reprendre les provinces perdues. Et il y aura même à l'époque sous le ministre Paul Bert, on formera des bataillons scolaires qui sont destinés à apprendre à faire l'exercice et à tirer au fusil dans la cour des écoles. Il y a une très grande militarisation de la société. Il aura également, Jules Ferry, une grande œuvre coloniale qui est censée répandre les lumières républicaines et françaises dans les colonies. Je parlerai de ce point plus tard. Ces lois sur l'école s'accompagnent de l'expulsion de toutes les congrégations non autorisées, ce qui est une manière élégante de dire que les
congrégations religieuses sont par principe interdites, mais qu'on en autorise certaines si on les juge peu dangereuses pour le régime. Il y aura aussi des lois sur la liberté de réunion, sur la liberté de la presse et sur la liberté syndicale, notamment la loi Valdez-Grosso. Et cette république s'implante, mais elle va être confrontée à quelques crises qui vont l'ébranler et au bout du compte, en fait, la conforter.